Bon les amis, ça fait plus de 2 ans, et oui déjà, que je suis passé sur DaVinci Resolve, que j'ai quitté donc Premiere Pro. Donc montage, étalonnage, mixage, aujourd'hui je fais tout exclusivement sur Resolve. J'avais fait un retour d'expérience pour les 1 an, j'en refais un pour les 2 ans. Alors selon moi, le premier avantage évident, on va dire, de ce logiciel, c'est qu'il dispose d'une version gratuite, et plutôt d'une version gratuite assez complète. Et là, c'est pas juste vous avez 15 jours d'essai et après vous êtes obligé de passer sur la version payante, non, vous pouvez très bien rester à vie sur la version gratuite. En plus, il y a vraiment très peu de limitations. Donc pour commencer, la version gratuite, c'est très bien. Comme ça, vous pouvez découvrir un peu l'interface du logiciel et puis voir si le logiciel fonctionne sur votre ordinateur. Après, au bout d'un moment, je vous recommande assez vite de passer sur la version Studio. Donc la version Studio, c'est la version payante. Mais attention, c'est pas un abonnement comme chez Adobe, hein, c'est vraiment la licence que tu achètes une seule fois et cette licence, tu vas pouvoir la conserver à vie. Et la version Studio te permet d'accéder à l'ensemble des outils, des effets, des fonctionnalités de Resolve. D'ailleurs, autre chose intéressante à savoir, et ça tout le monde ne le sait pas, quand tu achètes un produit Blackmagic, quasiment pour tous les produits Blackmagic, tu as souvent une licence Studio qui est offerte. Et en ce moment, en plus, il y a une offre, en plus de la licence Studio offerte, tu as 20% de réduction sur ma formation complète sur le logiciel. Donc voilà, peut-être que ça peut être intéressant. Donc en fait, tu peux très bien prendre par exemple le Speed Editor, le clavier de montage compatible avec Resolve, et avec ce produit, eh bien, tu as une licence qui est offerte. Donc voilà, et au final, tu économises quand même une licence. Donc la licence, hein, je vous le redis, c'est à vie. Vous l'achetez une fois et vous n'avez pas besoin d'en racheter une autre. Alors il faut savoir qu'une licence, elle est compatible sur 2 machines. En tout cas, tu peux l'activer sur 2 machines à la fois. Moi souvent j'ai mon PC fixe et mon PC portable, donc j'ai voilà, une licence pour ces 2 machines. Par exemple, moi quand j'ai pris la licence pour la première fois, on était sur la version 16 de Resolve. Aujourd'hui on est sur la 18.5 et j'ai pu mettre à jour le logiciel sans aucun problème. Alors la question qu'on se pose, c'est quoi les différences concrètement entre la version gratuite et la version Studio? Alors j'ai déjà fait une vidéo dessus et je prépare encore une autre vidéo sur ce sujet, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, pour résumer, tu as accès à des options supplémentaires. Donc déjà, tu as l'option de réduction de bruit sur la page d'étalonnage. Et puis surtout, tu peux travailler les plans 10 bits. Si quand tu charges un plan 10 bits sur ton logiciel, que tu l'importes sur la timeline et que tu as uniquement le fichier audio mais pas la vidéo, ça veut dire que tu es sur la version gratuite et donc c'est une des limitations. Le 10 bits, c'est quand même hyper intéressant pour l'étalonnage. Après, tu as également un peu plus de performance au niveau de l'accélération du GPU. Je crois que tu as le décodage du H265, en tout cas sur PC, sur Mac, peut-être qu'il y est déjà. Et puis après, tu as plein d'autres options qui sont disponibles uniquement sur la version Studio, comme le sous-titrage automatique, donc ça c'est quand même pratique. Tu as le Magic Mask, ça aussi très intéressant. Tu as l'option isolation de voix, très puissant comme option, ça marche très bien. Et puis après, tu as d'autres effets, par exemple le Relight. Donc voilà, il y a quand même quelques avantages à avoir la version Studio, et encore là, je t'ai pas fait toute la liste. Alors aujourd'hui, j'avoue que j'aime vraiment toutes les phases, toutes les étapes de création d'un projet sur Resolve. Je trouve qu'ils ont su créer un workflow complet, équilibré au sein du même logiciel. Moi au début, c'est vrai que sur DaVinci Resolve, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était justement cette partie ici de création de projet, parce qu'ils ont un fonctionnement un petit peu différent par rapport à Adobe, notamment avec les fameuses bases de données. Pour moi, c'était un concept un peu abstrait, et en fait, c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, maintenant, la base de données, ça s'appelle la bibliothèque de projet. Moi, ce que je fais, je crée une base de données à peu près tous les ans, voilà, plutôt par année, je trouve que c'est plus simple. Et à l'intérieur donc de ma base de données, maintenant ça s'appelle bibliothèque de projet, je trouve tous mes projets. Et là, tu vois, j'ai différents dossiers. Par exemple, à chaque fois que je fais un test de matos sur la chaîne, eh bien, j'ai mon dossier review. Et là, tu peux trouver tous mes tests. Il y en a qui remontent, voilà, à plus de 2 ans. Le GH6, c'était l'année dernière. Le Sigma, je crois que c'était l'année dernière. Il y a peut-être 2 ans. Voilà. Et là, il y a vraiment tous mes projets. Alors, il y a certains projets que je vais pas pouvoir ouvrir comme ça. Enfin, je peux toujours les ouvrir. Par exemple, si je prends le Zoom F3, tu vois, je peux ouvrir le projet, mais évidemment, tous mes rushs sont déconnectés parce que là, mes médias se trouvent sur un disque dur qui n'est pas branché actuellement à mon ordinateur, mais j'ai toujours accès à ma timeline, à mon projet. Il suffirait de simplement reconnecter les médias. Et donc ça, c'est ce que j'aime bien. Tu peux vraiment t'organiser. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est, voilà, je choisis où mon projet va aller. J'ai déjà mes dossiers. Donc par exemple, si je teste un nouveau produit, imaginons que potentiellement, je teste une Sony FX4. Je suis pas sûr que c'est pour maintenant, mais voilà, imaginons que je fais le test, j'écris Sony FX4, je crée le projet, ça m'ouvre directement
donc mon projet, l'interface de Resolve. Alors moi je travaille plutôt dans la page de montage, hein. Alors il y a également la page cut, d'ailleurs je vous invite à suivre ma formation sur DaVinci Resolve, elle est très complète, il y a vraiment un module par interface, donc vous pouvez apprendre sur la page cut mais également la page de montage. Moi je préfère la page de montage, donc généralement moi je commence, je vais créer mes chutiers, donc j'ai un chutier rush, parfois j'ai un chutier que j'appelle audio, après j'ai par exemple la musique, promo c'est généralement les petites animations que je mets en fin de vidéo, et j'aime bien aussi me faire un dossier timeline. Voilà, donc pour commencer je commence comme ça, donc souvent je me fais une timeline, bon ça peut être test si je veux mettre juste les plans bout à bout, et puis après j'ai une timeline généralement montage du projet, et c'est là où je vais venir mettre mes différents projets. Et ce qui est bien, tu vois, par exemple si tu cliques là, tu peux afficher donc toutes les timelines. Donc là j'ai mes deux timelines qui sont ici, je peux passer facilement d'une timeline à une autre. Alors là il n'y a rien de bien différent par rapport à d'autres logiciels, mais je trouve voilà que c'est bien fait, tout est bien pensé, et une fois que tu as compris un petit peu où se trouvent les outils, les fonctionnalités, vraiment tout est très rapide. Donc voilà, moi je commence comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu peux vraiment enregistrer des presets, des ensembles de paramètres. Par exemple, un endroit qui est important, c'est d'aller dans les paramètres du projet. Donc c'est là que tu décides voilà, de la résolution de ta timeline. Est-ce que tu veux du Full HD, de la 4K? Moi généralement je travaille plutôt sur une timeline Full HD, et au moment de l'export, juste avant l'export, je repasse sur de la 4K. Comme ça, évidemment, j'optimise le format dans lequel j'ai filmé, mais au moins, en Full HD, j'ai pas besoin de faire de proxy. On a vraiment une timeline très fluide, et pour le montage, c'est plutôt agréable. Donc, je fais mes petits réglages comme ça. Tu peux également régler la mise à l'échelle si tu as des résolutions différentes. La gestion de la couleur, ça aussi, c'est très important. Sur quelle colorimétrie tu travailles. Voilà, donc déjà, moi, généralement, c'est ça. Hein, je suis en DaVinci YRGB. Je suis sur le DaVinci Wide Gamut Intermediate parce que c'est vraiment l'espace colorimétrique le plus important proposé par Resolve. Et en espace colorimétrique de destination, soit je suis en Rec 709 sur du Windows, et sur Mac, je suis plutôt en Rec 709A. Voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien tu enregistres les paramètres, mais tu peux aussi tout simplement créer des pré-réglages. Tu vois, Mac, là j'en ai plusieurs, Red Komodo, Projet 25, Wide Gamut, ou pour le Mac, Rec 709. Je clique une fois dessus, charger le pré-réglage, et je vais retrouver exactement tout ce que j'aurais réglé. Voilà, donc il y a plein de petits paramètres comme ça qui sont assez intéressants à personnaliser, et ça te fait vraiment gagner du temps. Tu optimises ton workflow sur le long terme. Alors je vais revenir sur un projet là que je viens de sortir, par exemple le Lumix G9 II. Ça y est, le boîtier est sorti. Donc tu vois, voilà à quoi ressemble mon projet. Moi j'ai un petit peu mon workflow habituel. Je crée plusieurs timelines, hein, pas de souci, tu les renommes, comme ça c'est bien clair. Comme ça, moi j'aime bien étaler les plans dessus. Donc tous les plans qui sont liés au spec vidéo, je les mets. Tous les plans qui sont liés aux photos, je les mets là. Là, je testais le noir et blanc, je les mets là. Et ce que j'aime bien après, c'est mettre un petit plan d'effet avec une couleur juste pour libeller le plan. Ça me permet juste d'avoir un repère visuel, comme ça je sais dans ma timeline de montage quel plan j'ai utilisé et s'il me reste encore des plans à placer. Et là, tu vois, ça c'est ma timeline. Donc voilà, je trouve que c'est assez visuel, hein, c'est pas compliqué. Les plans au-dessus, les musiques en bas, l'audio, voilà, donc il y a une alternance de face caméra, de plans d'illustration, parfois un peu d'animation, du texte. Alors aujourd'hui, ce que j'aime le plus avec DaVinci Resolve, hein, c'est toujours la même chose depuis que j'ai commencé à travailler avec ce logiciel, c'est évidemment l'étalonnage. Resolve est très connu pour ça, et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me plaît le plus, la partie de l'étalonnage, même si j'aime aussi le montage et le mixage, mais voilà, l'étalonnage, c'est vraiment ce qui m'a permis de me renouveler. Au bout d'un moment dans ma pratique, c'est vrai que j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, et le fait d'être passé sur Resolve, ça m'a redonné un petit coup de boost, et ça m'a permis d'apprendre aussi plus sérieusement l'étalonnage et de pousser encore plus loin l'esthétique de mes images. Donc voilà, pour moi, la partie étalonnage, c'était vraiment une de mes motivations pour passer sur Resolve. Et s'il vous manque une motivation, voilà, peut-être que ça peut être également comme la mienne, l'étalonnage, parce qu'on s'amuse vraiment à se dire que ça, c'est le plan de départ, et à la fin, on arrive sur autre chose. C'est absolument génial. Et c'est vrai que le système d'arbre des nœuds peut refroidir un petit peu, parce que c'est vraiment quelque chose propre à Resolve, mais en fait, tu vas voir que c'est hyper pratique, hyper intéressant. Et une fois que tu commences à toucher à ce système de nœuds, tu veux pas essayer autre chose, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, alors évidemment, tu es pas obligé de partir sur un arbre de nœuds comme ça, même s'il y a encore plus compliqué, mais peut-être que ça peut te paraître compliqué. Par exemple, si je prends ce plan-là, tu peux voir que il est beaucoup plus simple. J'ai juste 3 nœuds, une conversion d'espace colorimétrique, tout simplement pour passer du Vlog au Rec 709, un petit nœud primaire pour retravailler un petit peu tout ça,
Tu vois, ça manquait un petit peu de contraste. On avait une scène très, très claire. Et j'ai un nœud de white balance, une balance des blancs, mais là, j'ai rien mis dessus. Donc ça peut être très, très simple au départ. Et ce que j'aime bien avec Resolve, c'est que tu as des onglets qui sont vraiment très clairs, une bibliothèque de médias, tout un ensemble de luttes par défaut qui est fourni sur ce logiciel. Et puis tu as des galeries. Alors je vais pas rentrer dans le détail, mais tu vois, moi j'ai des galeries d'inspiration avec différents moods, différentes couleurs. Et j'ai aussi des galeries par profil d'image pour le S-Log, le V-Log. Donc là, ça veut dire j'ai déjà un étalonnage. Tu peux voir que je peux, si je veux, le glisser là sur ce plan et je vais avoir un étalonnage propre sur cette image et je retrouve l'ensemble de mes nœuds. Alors là, je vais revenir sur celui que j'avais fait de base pour rester sur quelque chose de basique, mais voilà. Mais ça, c'est ce que j'aime bien avec Resolve, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités et tu peux vraiment prendre le temps de les apprendre. Tu n'es pas obligé de tout voir, de tout essayer. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure, mais tu vas voir qu'en fait, il y a plein d'options. Ils ont pensé à plein de choses qui te facilitent ensuite la vie pendant l'étalonnage. Et en fait, tu peux gagner du temps. C'est vrai qu'on peut se dire, c'est hyper long de recréer des nœuds, mais en fait, voilà, le nœud, tu le crées au début. Après, tu peux copier-coller ton étalonnage, tu peux conserver certains nœuds. Il y a plein de fonctions justement pour travailler toute une séquence en même temps. Tu changes un paramètre et il va se changer également sur l'ensemble des plans. Donc voilà, l'étalonnage, c'est vraiment un kiff sur Resolve. Évidemment, c'est aussi lié à toute leur palette d'outils, que ce soit les corrections primaires, les mires de barre, les logs, les roues HDR, aussi les roues colorimétriques, hyper important. Tout ça, c'est très pratique. On a également une réduction de bruit qui est très très intéressante, que j'utilise souvent. Et puis voilà, on a toutes les courbes et puis il y a plein d'autres choses. Alors tous ces outils, je vous les explique en détail dans ma formation complète sur le logiciel. On a des masques, on peut faire du tracking également directement à partir de la page d'étalonnage. On a le fameux masque magique qui est disponible uniquement sur la version studio. On peut augmenter la netteté, faire du flou. Il y a plein d'options. Et puis évidemment, que serait une page d'étalonnage sans les scopes? Voilà, tu peux agrandir l'affichage. Là, on a notre parade, mais on peut passer sur l'oscilloscope, le vectorscope, l'histogramme. Voilà, il y a plein d'affichages différents. Évidemment, les scopes, c'est très important quand on fait de l'étalonnage. Alors je vais te montrer juste quelques options que j'aime beaucoup en étalonnage, que j'utilise souvent. Alors là, par exemple, c'est lié au plugin Dehancer que je te recommande pour l'étalonnage. Moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est donc il y a le Bloom. Le Bloom, c'est le glow. Alors tu en as un sur DaVinci Resolve, mais celui-là, il est pas mal aussi. Et en fait, avec ça, tu peux faire différentes choses. Alors, tu peux voir déjà avant-après, c'est assez subtil. On peut essayer d'aller peut-être au niveau de la lampe. Ça c'est sans et ça c'est avec. Donc là j'ai un glow assez subtil, mais je peux partir évidemment sur un impact beaucoup plus important. Je peux même forcer un petit peu, voilà, à ce niveau-là. Après tu peux choisir la diffusion, on peut partir sur une diffusion un peu plus large. Et le source limiter, on peut éventuellement le retravailler. Hop, donc là si je te montre avant-après, par exemple, ça c'est sans le glow. Tu vois, on a des contours un peu plus bruts. Et ça c'est avec le glow, sans et avec. Donc là, on a quand même une belle différence, tu vois, ça adoucit l'image et tout simplement, ça augmente cet effet de lueur. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'utilise assez souvent. Et puis après, il y a le Halation aussi qui est pas mal. Ça va être un petit peu plus subtil. Ça va jouer... Alors, je sais pas si on va le voir là. Non, ça va être un peu difficile. Je vais essayer de l'augmenter un petit peu. Alors, ça va aussi, au bout d'un moment, augmenter un peu le rouge. Voilà, le Halation, on peut le sentir un petit peu ici, c'est ce côté, voilà, de halo. En fait, ça va surtout se voir au niveau des hautes lumières. On a cet effet un petit peu rouge d'aberration. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup quand on filmait en pellicule. Et c'est vrai que maintenant, on a tendance à le rajouter un petit peu à l'étalonnage. Là, je l'ai énormément forcé. Mais tu vois, je vais te montrer le avant, après. Ça, c'est sans mon nœud Dehancer et ça, c'est avec. Donc voilà, ça rajoute un petit style. Moi, j'aime bien parce que ça adoucit l'image aussi. Ça adoucit un petit peu la dureté du numérique. Et ça a tendance un peu à mélanger le contraste, à adoucir les transitions. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, c'était juste pour te donner envie de te mettre un petit peu à l'étalonnage. Bon là, j'utilise un plugin, mais il y a plein d'effets comme ça qui sont hyper intéressants. Alors, tu as encore d'autres options. Par exemple, là, sur la page de montage, il y a une option qui s'appelle Voice Isolation, isolation de voix. C'est arrivé il n'y a pas longtemps sur une des dernières versions et ça, c'est hyper pratique. Alors, cet effet, par exemple, il est disponible uniquement sur la version studio, mais tu vas voir, ça marche super bien. Je te fais écouter une fois un enregistrement avec beaucoup de bruit de fond et puis une fois avec l'isolation de voix. Bon les amis, je vous fais un exemple d'enregistrement. Donc là, avec les micros intégrés, j'ai poussé le gain. Bon les amis, je vous fais un exemple d'enregistrement. Donc là, avec les micros
intégré, j'ai poussé le gain et donc là en principe il va avoir énormément de bruit sur cette prise. Je n'utilise pas de micro externe en plus, c'est vraiment les micros intégrés de ce boîtier et il y a également un ventilateur que j'ai allumé à côté pour faire un peu de bruit. Bon voilà, tu as vu, c'est un exemple, l'effet est incroyable et même au début j'avais baissé la quantité pour que l'effet soit pas trop fort et pas trop marqué, mais par contre c'est radical et ça fait vraiment disparaître le bruit de fond et ça impacte pas trop la voix, donc ça c'est un exemple encore de choses qui marchent très bien. Alors regarde, je vais te montrer encore une autre option hyper pratique qui vient d'arriver sur une des dernières versions, c'est le sous-titrage automatique. C'était quelque chose que Adobe maîtrisait mieux et qui était un peu en manque là sur ce logiciel. Et bien ça y est, ça commence à arriver. Alors tu vas voir, c'est hyper simple. Je vais garder ce rush et on va créer du sous-titrage. Alors c'est très simple, on va dans Timeline, on va cliquer ici, créer du sous-titre, on va choisir notre langue, donc tu vois, français, on touche à rien et on va cliquer sur créer. Alors on va le laisser, voilà. Tu vois, ça a été quand même assez rapide, ça a pris là 5 secondes et il m'a créé des sous-titres. Alors on va pouvoir les écouter. Je vais juste baisser un petit peu le son de la piste. Bon les amis, je vous fais un exemple d'enregistrement. Donc là, avec les micros intégrés, j'ai poussé le gain et donc là, en principe, il va avoir énormément de bruit sur cette prise. Je n'utilise pas de micro externe en plus, c'est vraiment les micros intégrés de ce boîtier et il y a également un ventilateur que j'ai allumé à côté pour faire un peu de bruit de fond. Donc tu vois, c'est quand même assez incroyable. Alors c'est pas parfait, là par exemple micro externe, il faudrait peut-être un tiret ou mettre un espace. Là par exemple, il m'a créé un sous-titre juste pour ces 3 mots, ça aurait été bien qu'il les colle avec ce qui suit. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Là évidemment, c'est juste un début et ça va continuer de se développer. Et en plus de ça, regarde, si on veut, on peut voilà, aller sur les sous-titres, on va dans piste et là, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc si on veut un arrière-plan, eh bien c'est possible. On clique ici et voilà, là j'ai un arrière-plan. Je peux augmenter un peu l'opacité et là j'ai bien un arrière-plan noir. Donc si on a une zone un peu claire, et bien là on pourra voir, on pourra distinguer bien les sous-titres. Donc voilà, honnêtement aujourd'hui c'est un logiciel très complet. Il y a énormément d'options, de fonctionnalités assez cool comme celle-ci qui permet voilà, de développer, de dynamiser un peu son montage. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de plugins, de templates. C'est vrai qu'au début, il y en avait énormément sur les logiciels Adobe, mais assez peu sur Resolve. Et maintenant, on commence à en avoir beaucoup plus. Donc là, moi, par exemple, je commence à avoir pas mal de packs. Là, c'est des packs de chez Motion VFX. Et tu vois, c'est hyper simple à installer. Tu as tout de suite l'animation et tu as plein de choses différentes. Donc là, j'avais un thème un petit peu sportif sur du fitness. Tu as des infographies, tu vois, qui sont déjà faites. Tout ça, c'est animé. Évidemment, on a des titres. Là, c'est le pack d'un Américain assez connu. On est pas mal de vidéastes d'ailleurs à l'utiliser et tu vois en fait tu as des sous-titres comme ça qui sont déjà préconçus et tu as juste à les remplir, c'est assez chouette. Donc il y a vraiment plein de choses, par exemple celui-là je l'utilise de temps en temps, tu vois il se met comme ça, on peut le positionner où on veut, voilà, et on va pouvoir ensuite modifier le texte. Donc par exemple là c'est le Lumix G9 II, voilà. Éventuellement, on peut indiquer que c'est du micro 4/3, ok. Et en dessous, pourquoi pas, on peut mettre, voilà, que c'est 25 mégapixels. Et donc voilà, j'ai mon animation très rapidement. Alors si je veux, je peux augmenter un peu la taille globale avec le zoom, même si ça va perdre un peu en qualité. On peut le faire comme ça. Et voilà, là j'ai mon animation très rapidement et en fait on a vraiment plein de plugins comme ça qui s'installent très simplement. Donc là on a des titres, on a des animations, mais ça peut être également des transitions. Tu vois, j'ai pas mal de transitions différentes. À chaque fois tu as la preview, c'est très très chouette. Voilà, il y a un petit peu de tout, certaines qui sont un petit peu kitsch et d'autres qui fonctionnent pas mal, qui peuvent être intégrées assez facilement dans un montage. Alors ce qui est compliqué généralement quand on change de logiciel et ce qui nous refroidit un petit peu de changer de logiciel, c'est les raccourcis, parce que souvent les raccourcis sont différents, donc il faut les réapprendre depuis le début. Là, ce qui est bien, dans le menu DaVinci Resolve, personnalisation du clavier, en fait, tu peux choisir, il y a déjà des templates. Tu peux, évidemment, par défaut, on est sur DaVinci Resolve, mais tu peux aussi reprendre l'ensemble des raccourcis, Premiere Pro, Final Cut, Avid, Pro Tools. Donc, en fait, tu n'es pas obligé de repartir de zéro. Si tu veux commencer à appréhender le logiciel, mais que tu veux garder un peu l'efficacité que tu as avec tes raccourcis, eh bien, voilà, tu peux te mettre sur Premiere Pro. Moi, il me semble qu'au début, j'étais sur Premiere Pro. Après, je vous avoue que sur le long terme, il vaut mieux apprendre les raccourcis du logiciel parce qu'ils ont été pensés d'une manière logique pour qu'ils fonctionnent tous entre eux. Et je dois avouer que moi, aujourd'hui, j'utilise la grande majorité des raccourcis par défaut et il y en a quelques-uns que j'ai changés, que j'ai modifiés. Par exemple, moi, il y a des raccourcis que je tiens toujours de Premiere Pro. Par exemple, la coupe, le cutter, eh bien ça, moi, je l'ai gardé. Tu vois, ma touche C, eh bien c'est ce qui me permet d'activer le cutter et là, je peux faire ma coupe. Pareil pour sélectionner l'outil, le mode de sélection, eh
bien c'est la touche V. Alors peut-être que c'est là par défaut, mais il me semble pas. Et puis après, tu as d'autres raccourcis, encore une fois, que j'avais déjà sur Premiere Pro. Par exemple, c'est la touche A, ça sélectionne tous les plans après la tête de lecture et le plan qui se trouve sur la tête de lecture. Comme ça, je peux faire un déplacement très rapide. Et si je rajoute la touche CTRL ou commande, ça sélectionne tous les plans de la timeline. Celui-là, je l'ai personnalisé. Et puis par exemple, il y a des raccourcis assez utiles qui te permettent de trimer rapidement le plan. Donc par exemple, là, je vais déplacer la coupe à la tête de lecture. Et je peux le faire dans le sens inverse. Je peux couper toute la partie qui est à gauche de la tête de lecture. Comme ça, je peux faire mon montage assez rapidement. Et puis après, il y a le raccourci pour zoomer, dézoomer. Il y a le raccourci pour augmenter la hauteur des pistes. Le raccourci pour afficher l'ensemble de la timeline, il y a vraiment plein de raccourcis différents. Alors au niveau des différentes interfaces du logiciel, lesquelles je maîtrise, lesquelles je ne maîtrise pas au bout de 2 ans, la page de médias, je dois avouer que je l'utilise pas tant que ça. En fait, la page de médias, ça va être très utile pour des gros projets. Si vous travaillez en fiction, du court-métrage, du long-métrage, à la télé, là effectivement, ça peut être très intéressant quand vous avez des heures et des heures de rush. Moi avec YouTube, c'est quand même assez rarement le cas, hein, c'est plutôt du format court. Donc la page de médias, je l'utilise assez peu. La page cut, c'est la même chose. Pour moi, c'est une version un peu plus simplifiée de la page de montage. Elle est très intéressante. Si vous n'avez aucune expérience sur un logiciel de montage, ça peut être intéressant de commencer par la page cut. Maintenant, si vous avez déjà une expérience de timeline sur un autre logiciel de montage, moi je recommande plutôt voilà, la page edit, la page de montage qui est très complète. Évidemment, celle-là je l'utilise tout le temps, donc je la maîtrise plutôt bien. Ensuite, pareil pour la page d'étalonnage. Aujourd'hui, je commence à bien la connaître parce que je l'utilise assez régulièrement. La page de mixage, la page Fairlight, j'en connais une partie, mais encore une fois, je l'utilise assez peu. En fait, moi, je l'utilise juste pour quelques effets. En fait, j'applique des effets sur la piste où il y a mon face caméra, la piste où généralement j'enregistre ma voix avec un micro-cravate, parce que c'est généralement sur ce micro que j'ai besoin le plus de retravailler ma voix. Donc souvent sur cette piste, j'applique donc un equalizer. Ça c'est pas mal, ça permet d'accentuer certaines fréquences. Donc pour ma voix, moi c'est plutôt les graves. Et je travaille aussi un peu la dynamique avec un compresseur. En fait j'ai des presets, hein, donc je l'applique comme ça en un clic, c'est très rapide. Mais comme j'ai des hauteurs de son toujours un petit peu différentes, j'ai souvent des pics, et bien ça me permet d'égaliser un petit peu le tout, et donc ça me fait gagner du temps aussi sur le mixage. Alors on peut faire énormément de choses, hein. Moi j'avoue que la plupart de mon mixage, je le fais de manière on va dire assez basique, hein, sur la page de montage. Je fais mon bout à bout. Si j'ai besoin de baisser un petit peu le son, je le fais avec des keyframes, tu vois, de manière très simple. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Il y a toujours entre chaque cut une petite transition, et voilà, ça c'est vraiment la base. Tout ça tu peux le faire sur la page de montage. Et puis en dernier, évidemment, il y a la page fusion. Alors la page fusion que j'ai découverte un peu plus sérieusement parce que je vous ai fait une formation, hein, dessus. Vous avez un bon module. Alors honnêtement, dans cette formation, on voit peut-être aller 60% ou même, je dirais, 50% de la page, évidemment. Elle va beaucoup plus loin. C'est une page qui est quand même plus compliquée. Vous pouvez pousser les effets spéciaux très très loin. Personnellement, moi, je l'utilise vraiment très très peu, hein. J'en ai pas besoin parce que sur mes vidéos, j'ai pas besoin d'aller faire des effets spéciaux. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple en termes de montage. Le bout à bout, le montage cut, c'est ce qui me plaît le plus, et je n'ai pas besoin d'appliquer des effets spéciaux. Donc voilà, je les utilise très peu, et quand j'ai besoin de faire des animations de titres, eh bien, j'utilise tout simplement les presets, les packs qu'on trouve assez facilement. Pour moi, ça fonctionne bien, donc voilà. Après, encore une fois, j'ai sorti donc un module de formation sur la page Fusion. Soit vous prenez la formation complète sur le logiciel, soit vous pouvez juste prendre ce module sur la formation Fusion. Vous allez voir, ça permet quand même de découvrir une bonne partie de la page Fusion. Ça permet vraiment de maîtriser les bases, et rien qu'avec ça, vous serez déjà capable de faire des animations assez jolies. Alors, ce que j'aime beaucoup avec Blackmagic, c'est que c'est une boîte qui met régulièrement à jour leur logiciel. On a quasiment une mise à jour tous les mois, et c'est pas juste une petite mise à jour de rien du tout. Vous pouvez aller voir la liste en ligne sur le site. Souvent il y a plein de corrections de bugs, il y a des ajouts, des options, des compatibilités avec des nouveaux formats de caméra, et souvent il y a 2-3 nouvelles fonctionnalités mises à jour. Donc en fait il y a vraiment un boulot régulier derrière pour améliorer et développer ce logiciel. Donc ça c'est un truc très positif parce qu'on a vraiment toute une team qui est très réactive derrière. J'aime beaucoup aussi Resolve parce qu'il y a tout un écosystème. Alors moi j'utilise pas tout, hein, mais il y a vraiment tout un tas de produits Blackmagic qui sont hautement compatibles avec Resolve. On a tout ce qui est clavier de montage, on a les panneaux d'étalonnage, j'ai testé d'ailleurs le premier pupitre de montage, on a les consoles de mixage, donc il y a vraiment tout un tas de produits qu'on peut utiliser pour améliorer, développer notre workflow de post-production. Et puis évidemment, tu as toutes les caméras aussi compatibles pour de la captation pour du multicaméra, et notamment sur ces caméras, tu vas avoir le Blackmagic RAW, hein, donc c'est vraiment le RAW propriétaire de chez Blackmagic,
Blackmagic qui s'utilise et qui fonctionne très bien sur ce logiciel. Alors ensuite, autre chose que j'aime bien, c'est que je trouve que dans l'ensemble, on a un logiciel qui est quand même assez stable, assez performant. J'ai eu vraiment très peu de crash. J'ai travaillé voilà, à peu près 1 an et demi sur ma config PC. J'ai pas une grosse config, en tout cas elle n'est pas à 4000-5000 euros, je crois qu'elle était aux alentours de 2500-2800 euros, et très honnêtement les rendus, les exports, tout ça était très rapide. Alors j'ai eu quelques crashs, j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, mais c'était plus lié à ma config. En fait, je pense qu'il y avait un problème quelque part, donc souvent j'avais un crash du PC mais pas un crash du logiciel en lui-même. Et là depuis quelques temps j'utilise un Mac Studio M2 Max, hein, donc un des derniers, et ça fonctionne très bien. Pour être honnête, j'ai pas eu d'amélioration au niveau des performances, j'ai pas gagné en temps d'export, j'ai pas gagné en fluidité de lecture, j'ai pas gagné en temps de rendu, mais par contre en termes de fluidité, on a un logiciel qui est hyper stable sur Mac, et c'est vrai que là depuis 3-4 mois, j'ai peut-être eu 1 ou 2 crashs, mais pas plus. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis toujours aussi content de mon choix d'avoir quitté Premiere Pro. J'ai pas vraiment de critiques négatives à faire sur ce logiciel. Aujourd'hui, pour moi, il est très complet comme logiciel, il répond à tous mes besoins, en tout cas pour mes vidéos actuelles. Alors pour chipoter, le seul truc qui m'énerve parfois, c'est un peu la documentation, que ça soit la documentation en ligne sous forme de PDF. Déjà, parfois, ça met un petit peu de temps à sortir, d'autant plus qu'ils sortent souvent de nouvelles versions, donc après, il faut mettre à jour la doc. Donc il y a quand même pas mal de ressources en ligne, mais parfois, voilà, on a du mal quand même à trouver la bonne documentation. Quand tu cherches une fonctionnalité précise, la définition d'un outil, bah, parfois tu le trouves pas, ou alors il faut chercher sur Google, mais voilà, par exemple dans la page Fusion, il y a plein de choses qui sont plus complexes, et tu n'as pas toujours la bonne documentation, tu trouves pas toujours les infos. Donc voilà, potentiellement, s'ils pouvaient continuer de développer un petit peu ces ressources, et puis surtout d'avoir quelque chose de bien complet qui résume l'ensemble du logiciel. Mais voilà, à part ça, je suis très content, et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, c'est un logiciel qui me motive. C'est vrai que sur mes dernières années de Premiere Pro, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, ça manquait un peu de nouveauté, et puis moi j'avais des crashs sans cesse sur mon PC. Là, Resolve, c'est un logiciel qui me motive en permanence, et je pense que ça vous fera également cet effet, c'est qu'on a tout le temps envie d'apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre sur ce logiciel, que ça soit évidemment au travers des nouvelles mises à jour, mais aussi de certaines fonctionnalités que tu n'as pas découvertes sur le moment. Il y a tellement d'outils, d'options que tu as largement le temps de les voir, de les découvrir au fur et à mesure. Alors si vous êtes dans la situation où vous êtes vraiment intéressé par Resolve, vous avez envie d'apprendre ce logiciel, mais vous avez voilà, pris pas mal d'habitude sur un autre logiciel, vous avez peur de perdre du temps, de prendre trop de temps à découvrir ce nouveau logiciel. Moi, ce que je vous recommande de faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au début, j'ai passé quand même 10 ans sur Premiere Pro, donc j'avais vraiment hésité à passer sur Resolve. Je vous recommande de vraiment prendre un montage. Prenez un projet, soit un ancien projet, soit un nouveau projet. Alors peut-être éviter les projets clients parce que forcément au début, on sera un petit peu plus lent. Mais voilà, consacrez du temps pour un projet, montez de A à Z une vidéo entièrement sur Resolve et montez-la sans vous aider d'autres outils, sans vous aider d'un autre logiciel. Faites tout du début à la fin sur Resolve, le montage, essayez de vous mettre aussi à l'étalonnage. Alors forcément pour le premier montage, vous allez mettre plus de temps, mais je peux vous garantir qu'à la fin de cette première vidéo, vous allez être beaucoup plus à l'aise avec le logiciel. Et personnellement, moi au bout de 3, 4, 5 vidéos grand maximum, j'avais quasiment repris toutes les habitudes que j'avais sur Premiere Pro, et j'avais quasiment repris la même vitesse de montage, de workflow que j'avais sur Premiere. En fait, une fois que vous maîtrisez un logiciel de montage, l'apprentissage d'un autre logiciel se fait beaucoup plus rapidement. En fait, quasiment à chaque fois, les logiques sont les mêmes. Tu crées ton projet, tu importes tes médias, tu les mets sur ta timeline, tu fais ton montage, tu fais ton mixage, tu fais ton étalonnage, puis l'exportation. Donc en fait, les différences se font juste un petit peu au niveau de l'interface, des outils, mais la logique, les méthodes sont systématiquement les mêmes. Voilà les amis pour ce retour d'expérience de plus de 2 ans sur DaVinci Resolve. Alors je vous rappelle, dans la description, je vous ai mis des liens, il y a une offre assez intéressante sur une sélection de produits Blackmagic. Vous avez une licence studio d'offert, plus 20% de réduction sur ma formation. Alors maintenant, c'est à vous. Je vous invite à nous partager en commentaire votre histoire par rapport à ce logiciel. Comment vous vous êtes formé? Est-ce que ça a été difficile au début? Est-ce que ça a été plutôt simple? Quelle a été votre méthode? N'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience. Je pense que ça va être très utile pour beaucoup de personnes. Voilà les amis, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.